Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. L'université d'été des urbanistes était organisée cette année par le Conseil français des urbanistes au Familistère de Guise, dans les Hauts-de-France. À cette occasion, Philippe Madec a donné une conférence sur le thème « Établissement humain et frugalité » que nous rediffusons dans ce podcast. Philippe Madec est architecte urbaniste et a notamment co-rédigé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous parler d'établissement humain et de frugalité. Alors, comme je vous l'ai dit, le lieu est hautement symbolique finalement, puisque c'est presque le plus haut lieu de l'utopie du 19e siècle en France. Le Familistère de Guise, donc pensé et réalisé, comme vous le savez bien, par un compagnon chaudronnier. On ne parle que de l'industriel, mais avant, il n'a pas fait un compagnonnage complet, mais il a fait le tour de France pour la chaudronnerie et la métallerie, donc c'est Jean-Baptiste Gaudin. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit dans l'émergence du modernisme et du machinisme, dont je vais faire les critiques des effets et dont je vais vous demander de faire le deuil. Gaudin, lui, avait entendu Charles Fourier et Victor Considérant, et il avait cherché à réaliser une redistribution des richesses aux ouvriers, en offrant le confort de vie, ce que lui appelait les équivalents de la richesse. Et c'est quoi le confort de vie équivalent de la richesse pour lui? Le logement, la culture, l'éducation, la santé, l'air et la lumière. Voilà. Si les industriels du capitalisme naissant, maîtrisant enfin la puissance de l'énergie, elle est très sensible cette petite machine. Si les industriels du capitalisme naissant, maîtrisant enfin la formidable puissance de l'énergie, avaient agi à sa manière, sans doute l'actuelle inéquité entre les démunis et les nantis ne serait-elle pas aussi terrible. Ça, c'est la fascination, et ça, c'est l'iniquité, une piscine chinoise. En fait, oui, il y a ceux qui savent nager, ceux qui savent pas nager, ceux qui savent nager ont de l'eau, ceux qui savent pas nager n'ont pas d'eau, et pensent qu'il y a trop de gens en face. Au moment de la première crise de l'énergie, Ivan Illich voit un euphémisme dans la notion même de crise de l'énergie. L'énergie est la crise. C'est un euphémisme qui se cache, dit-il, qui cache une contradiction et consacre une illusion. Il masque la contradiction inhérente au fait de vouloir atteindre à la fois un état social fondé sur l'équité et un niveau toujours plus élevé de croissance industrielle, ce que Gaudin saura faire par contre. Il consacre l'illusion que la machine peut absolument remplacer l'homme. Pour élucider cette contradiction et démasquer cette illusion, il faut reconsidérer la réalité que dissimulent les lamentations sur la crise. En fait, l'utilisation des hauts quantums d'énergie a des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi de l'énergie viole la société et détruit la nature. 1973. 72, c'était le rapport Meadows sur l'état de la planète. Alors peut-être Gaudin avait-il pressenti cette contradiction entre le fait de vouloir atteindre à la fois un état social fondé sur l'équité et un niveau toujours plus élevé de croissance industrielle. Et c'est ce qui fait sans doute la singularité. J'étais très touché par les propos du maire tout à l'heure, de voir à quel point cette cité idéale qui aboutissait finalement à ce qu'elle souhaitait, créer une singularité tellement forte que le village à côté ne réussissait pas à trouver les ponts pour aller vers elle. C'est peut-être que le village s'interdisait ces ponts-là. Et pour cela... Et pour cela, on va écouter Edgar Morin. Puisque vous nous demandez, et vous m'avez demandé de penser à l'avenir, et que c'était le sujet de votre rencontre. Edgar Morin dit dans ce livre de 81, pour sortir du XXIe siècle, il dit « Le futur naît du présent. C'est dire que la première difficulté de penser le futur est la difficulté de penser le présent. » D'ailleurs, en introduction du livre du rapport Meadows,
Il y a dans la traduction française une très jolie expression d'Elisabeth Delaunay qui dit « Il faut sortir de la prison de l'actuel ». C'est ce que dit d'une certaine façon Edgar Morin ici. L'aveuglement sur le présent nous rend ipso facto aveugles sur le futur. Ainsi, il était patent après 1950 que nous mettions notre économie sous la dépendance du pétrole, lequel dépendait des nations de moins en moins dépendantes de l'Occident, lequel, lui, devenait vitalement dépendant de ce qui était auparavant sous sa dépendance. La perspective sur le présent est donc nécessaire à toute prospective. Alors, pour répondre à votre invitation, je vais évidemment parler de frugalité. Je ne sais pas ne pas parler de frugalité. Mais je ne vais pas faire que ça. Je vais vous parler d'établissement humain. En fait, mon propos est celui de la responsabilité des bâtisseurs que nous sommes, les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, les maîtres d'œuvre. C'est la nôtre dont il est en jeu, dont il est question. C'est la mienne, évidemment aussi, qui est prise entre l'éthique fondée dans le respect de la vie, d'une part, et la conscience du devenir du monde, au sens où le philosophe allemand Hans Jonas le formulait dès 1979, d'autre part. Jonas voyait dans la dégradation de l'environnement l'équivalent des frayeurs que produisait la bombe atomique. C'est-à-dire que finalement l'humanité sait se fabriquer des frayeurs. Il disait brusquement tout ce qui est tout bonnement donné, ce qui est pris comme allant de soi, ce à quoi on ne réfléchit jamais dans le but d'une action, deux points. Qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde fait pour cela, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace de l'agir humain. La simplicité et la banalité de notre vie, nous la mettons en jeu tous les jours, nous la mettons en cause tous les jours sans simplement accepter que c'est ce qui se passe vraiment. Donc, mon propos est un procès. Mon propos est un procès, c'est celui des bâtisseurs. Celui de leur manière née et déployée au cours des 3 siècles passés. Leur mise en cause, leur mise en crise s'impose. Le deuil du modernisme nous délivrerait enfin. Et pour moi, le monde d'après, c'est pas l'après-Covid, c'est après le modernisme, celui que nous essayons de vivre. Nous sommes au quart du XXIe siècle, quasiment en 2025, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, depuis? Est-ce qu'on a fait le deuil de ce modernisme qui nous a foutu dans la panade? Non. Donc le procès dont je parle aujourd'hui, c'est bien le nôtre, qui fait que nous en sommes exactement où l'on en est. Au regard de l'histoire, la plupart des réalisations urbaines et architecturales contemporaines sont obsolètes au moment même de leur conception et de leur livraison. Elles sont toujours produites comme au cœur du XXe siècle, désormais dépassées avant même d'être habitées. L'enjeu n'est plus d'être adapté à la situation contemporaine, bon, ce qui serait déjà une vraie avancée, mais de se préparer à l'avenir qui, avec clarté, nous pose quelques questions très claires depuis plus de 40 ans. Pourquoi les urbanistes et les maîtres d'ouvrage? Pourquoi les architectes? Pourquoi les bâtisseurs? Sont-ils à ce point à la traîne? Ont-ils conscience de leur responsabilité devant le dérèglement global? Vont-ils œuvrer encore et toujours avec cette même manière ancienne, alors que dans les 40 années à venir, le monde s'attend à 230 milliards de mètres carrés de nouvelles constructions, ajoutant chaque semaine l'équivalent de Paris et la planète? Persisterons-nous, comme d'autres sinistres exécuteurs, à nous cacher derrière le mensonge obscène qui est « mais nous n'avons fait que ce que l'on attendait de nous ». Notre responsabilité. 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du déplacement. 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment. 36% de la consommation totale d'énergie est le fait des bâtiments. Entre 7 à 9% d'émissions de gaz à effet de serre pour la production du sac de ciment Portland, 2 pour les vols d'avion. On peut choisir ses combats. C'est bien de ne pas utiliser trop l'avion, mais quand même, c'est pourquoi continuer à utiliser le ciment Portland? La pollution de l'air tue plus que les guerres, la faim et les pandémies. 8,8 millions de morts par an. 60% des déchets globaux proviennent des bâtiments, construction, démolition, entretien. Vous voyez passer 10 camions de déchets, il y en a 6 qui viennent du bâtiment et de la construction.
En 6 mois, les ressources renouvelables sont épuisées. Bon, on pourra parler de la pandémie si vous voulez, c'est 6 mois, moins 3 semaines cette année, mais en 6 mois, on mange toutes nos ressources. La maîtrise des ressources est à l'origine des guerres contemporaines. Si on utilisait moins d'énergie, on aurait peut-être moins besoin de faire la guerre pour maîtriser les sources d'énergie. Depuis 1980, chaque décennie est la plus chaude que la précédente. En 30 ans, 4 000 milliards de dégâts, 2,5 millions de décès. Par les catastrophes naturelles, je veux dire. Au XXe siècle, le niveau de la mer a monté de 17 cm. Au XXIe siècle, et c'est la dernière prévision du GIEC, 90 cm. Les catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique sont les plus nombreuses en France. Mais c'est partout dans le monde. Et pourtant, on le sait, la maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était l'année dernière, je peux vous refaire les mêmes photos pour cette année. Il y a une jeune architecte américaine qui l'a tellement bien dit que je ne résiste pas à l'idée de vous la faire entendre. Donc elle s'appelle Stephanie Carlyle. Elle dit « Je pollue la planète depuis des années. J'ai passé chaque jour de ma vie professionnelle à aider une industrie qui est responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Je ne travaille pas pour une compagnie pétrolière ou gazière. Je ne travaille pas pour une compagnie aérienne. Je suis architecte. » Vous pouvez ajouter urbaniste. Hein. On est exactement dans le même bateau. C'est vous qui autorisez qu'elle construise. Quoi. Ouais. Bon, pour ma part, j'ai été... Enfin, voilà, je suis écologiste, il faut être clair. Enfin, vous le savez sans doute, mais il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, pour être sur Terre. Mais j'ai été très nourri par la pensée de Jacques Ellul, et notamment, c'est un ouvrage qui a été publié plus récemment, qui s'appelle « Penser globalement et agir localement », qui est un recueil de ses pensées. En fait, au début de ma pratique, c'est-à-dire fin des années 80, en réaction à la visée globalisante, on va dire, je me suis beaucoup attaché au développement local, dans une approche éco-responsable et holistique en chaque lieu et où chaque région, et chaque projet. Par exemple, pendant 15 ans, je me suis occupé d'un village de 900 habitants à Plourin-les-Morlaix entre 1991 et 2004. Récemment, un rôle d'expert auprès de l'ONU pour la préparation du sommet Habitat 3 à Quito m'a convaincu de la nécessité de réinvestir le global. Poursuivre le travail au sein de l'impérieux et nécessaire local, mais ne plus s'y tenir, saisir le poids de chaque aspect de l'établissement humain dans les crises actuelles, percevoir le poids cumulé des actions toujours situées, leurs effets papillons en fait, aborder l'impact général des décisions prises par les bâtisseurs, permet de redonner du sens aux pensées globales agir local, qui est une reprise des propos d'Ellul par René Dubos, au moment où il écrivait le rapport préalable à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Et donc c'est un rapport qui s'appelait « Nous n'avons qu'une terre ». Et donc voilà, on comprend mieux ce que signifie ce slogan en s'élargissant du local. Ce sommet m'a aidé en fait à comprendre mon intérêt pour la notion d'établissement humain. La notion d'établissement humain traduit le terme human settlement, présent de longue date dans les textes anglo-saxons ou espagnols, asentamiento humano. En fait, ils disent l'ensemble des bâtiments, infrastructures et services nécessaires à la communauté humaine pour accomplir ses fonctions en tant qu'organisme social. En langue française, il apparaît dans les années 50 du siècle passé. Si on regarde Le Corbusier et la fondation des SIAM en 28, le texte, la terminologie n'apparaît pas. Vous n'avez pas établissement humain dans la charte d'Athènes des SIAM, ni même dans le livre Urbanisme en 31. Par contre, en 59, Corbu titre cet ouvrage « Les trois établissements humains ». Donc Corbu revient sur cette notion d'établissement humain, mais il le fait comme savent le faire les modernes, c'est-à-dire en fabriquant de la séparation entre les différents éléments de cet établissement humain.
Pour ma part, l'établissement humain ne s'écrit pas au pluriel, même si la plupart du temps il est utilisé au pluriel. À mon sens, l'établissement humain est un. Il est unique, même si sa réalité est plurielle. Il est divers tout en étant territoire, métropole, ville, village, bourg, hameau, bâtiment et banc, le plus petit établissement humain. Tout autant que urbain, rural, périurbain, montagnard, littoral, de plaine, tant communauté que sol ou climat. Et en fait, c'est cette globalité-là, faite de localité, qui est la notion même de ce qu'on appelle le glocal. L'établissement humain est la définition même du glocal. Et c'est pas parce que je suis architecte que je le dis, mais je pense que l'architecture est le niveau élémentaire de l'établissement humain, ce qui pose la question de l'urbanisme dans cette histoire, et de l'évolution de vos métiers, et de mon métier aussi, puisque je me revendique urbaniste. L'expression fait son chemin, établissement humain. En 1978 est créé le programme des Nations Unies qui s'appelle le PNUEH, c'est-à-dire le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Il organise la conférence des Nations Unies sur les établissements humains qui ne se tient que tous les 20 ans. C'est Habitat. C'est la réunion, c'est le sommet des Nations Unies qui vous concerne, que tous les 20 ans. Bon, c'est vrai que faire la ville, c'est long, mais quand même, tous les 20 ans, il y a des sommets sur le climat et sur l'énergie tous les ans, et l'établissement humain que tous les 20 ans. Donc le premier s'est tenu à Vancouver en 1976, le second à Istanbul en 1996, le troisième à Quito, auquel je participais en 2016. Et entre-temps, il y a eu le rapport Brundtland. En fait, toutes les valeurs qui ont été développées par le sommet Habitat 3 sur l'établissement humain, sommet Habitat 1 sur l'établissement humain en 1976, sont des valeurs qui sont aujourd'hui totalement devenues banales. Importance de la planification, création d'établissements humains vivables pour tous, et surtout pour les gens dans le besoin, mais aussi les enfants et les femmes. Participation effective de la population à la planification, à la construction, à l'aménagement de leurs établissements, développement des approches innovantes par la science et la technologie, échange sur les expériences positives, renforcement des liens de coopération régionale et globale, création des opportunités d'emploi pour tous. Donc là, on est en 76. En 87, donc l'ONU demande au PNUE, au Programme des Nations Unies sur l'environnement, un rapport sur l'état de la planète. C'est ce qu'on appelle le rapport Brundtland. Madame Brundtland, qui est ici, était la première ministre de Norvège à ce moment-là, et elle rend ce rapport qui s'appelle Our Common Future, qui est finalement l'émergence de la notion de développement durable dans les discours nationaux et internationaux. Et dans ce document, Gro Harlem Brundtland reprend toutes les conclusions du sommet de Vancouver. Les établissements humains y sont définis, elle définit les établissements humains comme le tissu des villes et des villages qui englobe tous les aspects de l'environnement dans lequel se situent les interactions économiques et sociales des sociétés. Ils sont abordés comme un défi, le défi urbain, sur un fond d'arrière-pays rural. Ça va pas. Le sommet suivant, celui de Vancouver, va être appelé le sommet des villes. Et on ne parlera plus d'établissements humains, mais vraiment de villes. Et donc tout le discours sur l'avenir de l'humanité est urbaine naît à Vancouver, se solidifie à Vancouver. Lors du sommet Habitat 3, et à la fois par le travail des experts, mais aussi beaucoup par finalement les revendications des pays qui portent l'évolution de la planète, des continents qui portent l'évolution de la planète, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique du Sud, la notion d'établissement humain va revenir. Et le rapport final d'Habitat 3, qui s'appelle New Urban Agenda, parle effectivement de l'établissement humain. Ça va être un tout petit peu long, mais je vais le faire.
En fait, dans ce rapport de New Urban Agenda définit notamment 8 objectifs. 2016, avez-vous entendu parler en France d'Habitat 3 à Quito? Avez-vous lu des articles sur Habitat 3 à Quito? Oui. Ouais. Il n'y a quasiment rien eu. Hein. Enfin, franchement, je suis content que quelqu'un ait trouvé un article. Mais en fait, la France a été secrétaire de ce sommet avec l'Équateur et n'a rien fait pour déployer cette notion et ce travail en France. Et pourtant, ces 8 objectifs, c'est presque une checklist. Ces 8 objectifs, vous les regardez à la fin d'un projet d'urbanisme que vous avez fait et vous vous demandez, est-ce que j'ai coché toutes les cases? Et d'une certaine manière, parce qu'il faut cocher toutes les cases, il ne faut pas se dire c'est bon, j'ai réglé la question de l'utilisation des sols. Il faut cocher toutes les cases, quoi. Bon, ce sera dans le texte que je vous remettrai, qui sera publié, donc ce sera plus simple. Puis ce document PDF peut très bien vous être transmis par la suite. Donc, et je vais le faire vite, comme ça on va passer à d'autres choses. Donc les villes et les établissements humains que nous envisageons devraient A. Remplir leur fonction sociale, notamment en ce qui concerne les terres et l'environnement, en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit au logement convenable. Droit au logement convenable. Tant qu'élément de droit au niveau de vie suffisant, sans discrimination. L'accès universel et pour un prix abordable à l'eau potable et à des installations sanitaires sûres. L'accès pour tous dans des conditions d'égalité aux biens publics et à des services de qualité dans les domaines tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'éducation, les infrastructures, la mobilité, le transport, l'énergie, la qualité de l'air et les moyens de subsistance. 2. Garantir l'association de tous. En 2. Promouvoir la participation citoyenne. En 3. Assurer l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, en garantissant leur participation pleine et effective à l'égalité des droits dans tous les domaines. 4. Se montrer à la hauteur des défis, des perspectives qui accompagnent une croissance économique durable, inclusive et viable. 5. Remplir leurs fonctions territoriales au-delà des délimitations administratives et faire office de pôle et de moteur de façon à parvenir à un développement urbain et territorial équilibré, viable, intégré à tous les niveaux. 6. Promouvoir une planification et des investissements qui tiennent compte des questions d'âge, d'égalité des sexes, en vue de mettre à la disposition de tous des moyens de mobilité urbaine viables, sûrs et accessibles. 7. Adopter et mettre en œuvre des mesures de réduction de la gestion des risques de catastrophes, réduire les vulnérabilités, renforcer la résilience et les capacités d'adaptation face aux catastrophes d'origine naturelle. Et 8. Protéger, préserver, restaurer et promouvoir les écosystèmes, les ressources en eau, les habitats naturels, la biodiversité, etc. etc. Il n'y a pas de petits projets. Hein. Tous les projets devraient pouvoir répondre à ça, même à lotissement, quoi. Est-ce bien répondu à tous ces aspects-là? Bien sûr, l'enjeu, c'est pas que le lotissement. Hein. Donc voilà, quand on se met d'accord, on le fait ensemble. Bon, ce programme est juste. Ce programme est juste. Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Il suffit pas d'être incantatoire, quoi. Comment on le met en œuvre? Eh bien, la frugalité, c'est un mode d'action. C'est un modus operandi, c'est une façon de faire. Avec Alain Bornarel, le barbu, Dominique Gozin-Muller, souriante, comme d'hab, et l'épaule qui est là, qui est la mienne, donc vous m'avez. En 2018, nous avons lancé le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. En fait, on l'a fait pour la raison que vous avez vue tout à l'heure, la responsabilité des constructeurs, quoi. On en avait marre qu'on nous fasse des promesses qu'on ne tenait jamais. 2, on savait qu'on était responsable.
Et donc on allait arrêter de demander l'autorisation de faire différemment, parce qu'on était fort de notre responsabilité. Pas juste parce qu'on se sentait cassé par notre responsabilité, mais parce que cette responsabilité-là nous donnait la force, finalement, de prendre des décisions et de faire autrement. Alors, on l'a appelé frugalité et on n'a pas repris le terme des colibris sur la sobriété parce que la frugalité nous semble être une vertu positive. Alors, frugalité vient de frux frugis en latin qui veut dire le fruit et frugal c'est la récolte des fruits. Et la récolte des fruits elle est heureuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et nous croyons encore qu'il est tout à fait possible de récolter la terre sans la blesser et de rassasier ceux qui sont présents là. Et on a rajouté créatif parce que pour se sortir de la prison de l'actuel dont je parlais tout à l'heure, si vous n'êtes pas créatif, vous en sortez pas. Hein. Vous allez refaire ce que vous avez toujours fait en disant on a toujours fait ça, pourquoi on fait autrement? Mon œil, oui. Il faut quand même que l'on arrête de produire autant de destruction de la planète. Alors, il se passe quelque chose d'incroyable. Donc avec cette, bon, je ne vais pas revenir sur ces images-là hein, qui vous renvoient à ce qui était auparavant par des bâtisseurs. On sait faire un travail sur l'énergie, je le montrerai. On sait faire un travail sur la matière. On sait faire un travail sur la technique, moins de technique. La nécessité de se désintoxiquer de la technologie. Et peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est un ingénieur, celui qui est à l'origine de Bâtiments Durables Méditerranée, un de ceux qui a fondé Bâtiments Durables Méditerranée, Daniel Forêt, dit en quelques années, le lot technique du bâtiment est passé de 15 à 25% du coût du chantier. En même temps, on a vu la croissance des sinistres et des primes d'assurance. Appelée la MAF, la croissance des primes d'assurance sur le lot technique est considérable. Les sinistres n'en finissent pas d'augmenter. Aujourd'hui, on était à 9800 et quelques signataires. On sera à 10 000 en octobre, puisque les signataires arrivent toujours. Pendant le temps, alors ça je le dirai plus tard, donc on est à 10 000 signataires partout en France, mais aussi en Europe et aussi à l'étranger. Et sur le territoire français, il y a des groupes, mais pas qu'en France, vous en avez aussi qui se sont créés à la Martinique, au Maroc. Enfin, on va dire que Mayotte et la Réunion, c'est la France, évidemment, mais qu'en Cambodge et Vietnam et en Nouvelle-Calédonie, donc ce sont des groupes qui font vivre sur le territoire la réalité de la frugalité, parce que la frugalité, c'est pas une notion éthérée, c'est une notion qui se comprend dans les territoires. Donc nous sommes appelés les glaneurs, parce que finalement, on a une situation de ramasser ce qui reste après la grande récolte des modernes, et que le glaneur, glaner, c'est un droit historique magnifique, quoi. C'est un droit du partage, c'est un droit du travail ensemble. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un milieu habituellement de compétition, quoi. Peut-être que certains d'entre vous ont été en compétition avec moi sur un concours d'urbanisme, hein. Et des amis architectes en compétition avec moi, il y en a, quoi. Donc dans notre milieu où la compète est maximale, on fait tout pour partager les idées, pour faire en sorte que finalement, dans les échanges sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, on réussit à avancer tous en même temps. Alors, la notion de frugalité, qui est une notion qui apparaît dans nos textes à nous à partir de 2008, a été notamment théorisée par Navi Raju, de la notion de Jugaad, en se basant sur les manières de faire indiennes. Ça, on est en 2014 avec Navi Raju. Et pour Philippe Rucheton, qui est un sociologue qui travaille aussi avec le groupe Havas, la frugalité apparaît comme ce qu'on appelle un signal faible fort. En fait, les sociologues passent leur temps à chercher dans la société tous les signaux faibles, tous les petits signaux, parce que tous les signaux faibles, tous ces éléments dont on se dit qu'un jour, ils vont devenir des signaux faibles forts. Et pour le groupe Havas, donc groupe mondial de communication, cette année, au moment où ils donnent l'orientation des actions du groupe Havas, ils disent ce dont nous allons parler, parce que c'est devenu un signe faible fort, nous allons parler du marketing frugal. Le marketing, c'est leur travail à eux, nous c'est pas ça, nous c'est l'établissement humain. En fait, pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à ça? Mais parce que la société est intéressée par ça, et parce que la société a aussi compris finalement l'intérêt qu'il y a dans cette frugalité. Je pense qu'il y a une diapo qui a... Ça, je reviendrai. Ah.
excusez-moi, il y a une diapositive qui a disparu, qui est celle qui montrait que la répartition des signataires. Bon, les urbanistes représentent 6% des signataires du manifeste. Pendant tout l'été, ils sont passés à 9% en termes de signataires. Ça n'a pas changé le rapport global. Mais pour l'instant, vous avez d'abord les architectes, puis les ingénieurs, et ensuite les urbanistes. Tous les groupes locaux que vous avez vus sont composés de gens différents. Et pour ma part, je pense qu'il serait assez intéressant de fabriquer des groupes nationaux sur des métiers. Et donc, si les urbanistes pouvaient vous joindre à nous davantage et questionner, comme on l'a fait dans le temps de l'atelier hier, les enjeux de la frugalité, peut-être qu'un groupe national pourrait être tout à fait intéressant. Bon, alors, on sait donc quoi faire. Oui, ben ça c'était Rome. Je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome, donc j'ai écrit trop vite là. En fait, ça c'est un rapport qui a été fait en 97 qui s'appelle Facteur 4. Et Facteur 4, c'est deux fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Bon, il n'y a pas d'autre projet d'avenir. On a à la fois tous les items que l'ONU nous a donnés, on a le sujet même et la façon de le faire que le Club de Rome a donné en 97. Bon, moi, je l'ai résumé en disant mieux avec moins. Je pense que se dire chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que je peux pas faire mieux avec moins, c'est un peu la base de la posture que l'on doit avoir face au travail. Et pour y arriver, vous avez compris, nous on arrête de demander l'autorisation de faire. Vous nous voyez, allez vous demander à Macron l'autorisation de faire du frugal et de ce que ça signifie pour de l'énergie, par exemple, ça ne va pas le faire. Donc on arrête de demander ça, et ça fait quand même quelques décennies maintenant qu'on fait sans avoir l'autorisation de faire, notamment la ventilation naturelle. Et donc avec l'ICEB, l'Institut de construction environnementale du bâti et d'autres, on défend cette idée que, en fait, il faut être hors la loi pour faire avancer la loi. J'ai fait disparaître la chaune. Quand la construction environnementale est arrivée et que les murs se sont mis à grossir, pour pouvoir mieux répondre à l'isolation, la chaune était une catastrophe. Plus vous mettiez des murs performants, moins vous aviez de surface à vivre, mais vous étiez taxé sur la totalité. Donc j'ai fait ce travail-là à plusieurs occasions, et à la fin j'ai demandé à Christian de Villers de venir m'accompagner et m'aider pour ça, et Christian de Villers et Yves Lion m'ont aidé à ce que finalement la chaune disparaisse, et aujourd'hui tout le monde est ravi de ça. Donc on peut se mettre hors la loi, on peut dire qu'on veut faire changer les lois aussi, on est là pour ça. Et depuis, la loi a changé. Le permis de faire existe. Et quand ça a été lancé, le permis de faire disait très clairement qu'on pouvait faire différemment en ventilation naturelle, en règles de sécurité, en règles d'accessibilité, en structure, etc. à partir du moment où on garantissait que la solution retenue donnait les mêmes résultats que les solutions imposées. Et donc maintenant, plus personne ne peut dire « je ne peux pas faire différemment ». Plus personne ne peut dire ça. On a même l'autorisation de le faire. C'est du travail, mais comme tout changement, c'est du travail. Alors ça commence par quoi le changement? Eh bien, on arrête de regarder la France comme on la regarde depuis toujours, depuis que les modernes sont arrivés, c'est-à-dire qu'on arrête de la regarder comme ça. Des villes reliées par des routes. C'est la vision des ponts et chaussées. Les ponts et chaussées, c'est le XVIIIe siècle. Ce sont des vertus positives. Au XVIIIe siècle, c'est laisser passer les gens et les marchandises. Donc ça, c'est quand on vous dit ça, vous dites oui, c'est bien, quoi. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait le pont, l'arc tendu de Perronnet, qu'on sait franchir et que voilà, ça ne fait pas forcément une société. Et on l'a entendu avec Ivan Illich au début. C'est pas parce qu'on réussit à faire de l'énergie et que l'on veut absolument faire du déplacement et des liens que l'on fabrique une société, quoi. Donc on arrête de regarder la France comme ça. Et pourquoi on n'y arrive pas? Là, c'est le seul point purement théorique, mais on ne sait pas regarder le disséminé. On nous a toujours appris l'emboîtement des échelles, les liens entre des objets. On nous a toujours parlé des villes parce que c'est fastoche de parler des villes. C'est là où il y a le capital et c'est un objet, la ville. C'est presque un contour, une forme.
Mais c'est surtout aussi l'endroit où finalement la richesse se trouve. Dans la vision qui est la nôtre, hein, qui est un héritage d'Euclide, un héritage, on va dire, de la géométrie traditionnelle, on fait toujours un lien entre le petit et le grand. Vous savez, il y a la région, et puis dans la région, il peut y avoir une ville, et puis dans une ville, il y a un quartier, et puis dans un quartier, il y a un îlot, et dans un îlot, il y a un bâtiment, et dans un bâtiment, il y a une salle de bain, et dans une salle de bain, il y a une baignoire, etc. Et en fait, Ray et Charles Eames, ces grands architectes et designers américains, ont fait un film magnifique qui s'appelle Powers of Ten, qui part de l'infiniment grand vers l'infiniment petit à coup de focale de 10. Ce film et ce livre sont magnifiques. Enfin, c'est un espèce de montage comme un dessin animé qui a eu un succès fou quand c'est sorti, c'était dans les années 70. Et à cette époque-là, moi j'ai eu la chance de partager des temps avec ce monsieur qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui est l'inventeur de la géométrie fractale. Mandelbrot était furieux du succès de ce film, parce que finalement, ça ne disait rien de la réalité de la géométrie. Et lui, avec sa géométrie fractale, il parle d'autre chose, quoi. Il dit, il n'y a pas de continuité comme ça. Ça n'existe pas. On peut être dans plusieurs temps en même temps. On peut voir plusieurs temps défiler en même temps. On peut être dans des espaces superposés. On peut être dans des structures qui se croisent, et ça, c'est la réalité du monde. Et en fait, toutes les vertus de l'écologie aujourd'hui ne tiennent pas dans les boîtes. Tout ce qui nous intéresse dans l'écologie, tous les flux, ça ne tient pas dans des boîtes. Pas du tout. Le déplacement, l'énergie, les pollutions, l'eau, la biodiversité, enfin tout ça, et ce mélange s'entrecroise. Il nous faut changer de processus mental pour regarder le territoire. Et pour être capable de comprendre ça, quoi. 36 000 communes. Ne me dites pas que tout ça se pense simplement avec la géométrie euclidienne. Et surtout, si on en fait encore plus des petits objets, évidemment que le territoire français ne se réduit pas à ça. Évidemment. Donc moi, vous savez, la définition de l'INSEE, elle est incroyable. L'INSEE dit il y a urbain quand il y a 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. Moi, j'ai toujours travaillé dans le rural et l'urbain. Ça m'a foutu en colère quand j'ai eu cette définition. Elle fait qu'aujourd'hui, on dit que 77,6% de la population française est urbaine. Alors moi, j'ai fait un petit travail. Je ne suis pas l'INSEE, j'ai pris les chiffres et moi, je suis arrivé à des chiffres très différents. Entre 52 et 61% de la population française est rurale et occupe 95% du territoire. Sauf que qui est capable de penser le disséminer? Par quelle manière, finalement, arriver à faire en sorte que tout ça se rééquilibre? Eh bien, sans doute avec des valeurs et pas avec des chiffres. Et pourquoi pas, à la fin, mettre un chiffre? L'enjeu, c'est l'équité territoriale. Vous savez, Paris a une empreinte écologique 313 fois plus lourde que ses biocapacités. 313 fois plus lourde que ses biocapacités. Paris ne sera jamais durable. Paris pourra avoir des belles politiques éco-responsables, mais vraiment, enfin, on en voit. Mais Paris ne sera jamais durable. Il faut évidemment rapporter l'empreinte écologique de Paris au territoire, et à un territoire très large. C'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Amiens, c'est vrai pour Metz, c'est vrai pour toutes les villes. Et en fait, l'équité territoriale est basée sur des valeurs, parce que l'équité territoriale, c'est d'une certaine façon l'expression spatiale de la justice sociale. C'est pas les gilets jaunes qui vont me contredire. Et comment est-ce qu'on arriverait à une équité territoriale? En comprenant quel est l'impact et sur quel territoire l'empreinte écologique des métropoles, des pollueurs, s'étend. Pour essayer de faire en sorte que, selon le principe des pollueurs-payeurs, finalement, il y ait une dette écologique payée en monnaie sonnante et trébuchante, et qui permet que les territoires, finalement, dans les étendues territoriales qui correspondent à ces secteurs émetteurs, aient les moyens et les vrais moyens du développement qui correspondent à la réalité de la population. Donc voilà. Il y a là la nécessité de repenser nos territoires, non pas depuis Paris, mais depuis tous les territoires, aller chercher ce que nous demandent ces générations, le vrai local,
réimaginer des gouvernances du local dans une relation, dans une dimension qui est pas juste... moi j'avais proposé en 2009, je faisais partie de la première... Ah non, c'est pas moi, c'est dans 2011, moi. Les premières rencontres parlementaires sur le développement durable, c'était en 2009. Et en 2009, j'avais proposé de regarder les biorégions, un peu dans le sens de ce qui se faisait à Barcelone. Et je crois encore toujours très fort à cette idée-là. Trouver des nouvelles gouvernances qui permettent de faire en sorte que les territoires se retrouvent en situation de proposition. Et comment ça se fait? Ça se fait évidemment avec les gens, puisque le travail que nous avons à faire, c'est de réhabiliter le monde déjà là. Quand je dis réhabiliter, je ne veux pas dire prendre des soucis, des ciseaux, des pinces, des outils, rajouter de la technique. Quand je dis réhabiliter, je le dis au sens de la littérature, c'est-à-dire retrouver de l'estime. Tout notre travail est celui-là, de ramener de l'estime dans les territoires, et on ne peut pas travailler sur le monde déjà là sans les gens qui habitent ce monde-là. Enfin, qui peut imaginer avoir tous les outils et toutes les réponses indépendamment des gens qui sont là? Donc voilà, on le fait avec tout le monde, avec des procédures. Il y a plein de procédures. Là, ça c'est la procédure PCI. Quand j'étais à Plourin-les-Morlaix, dans ce village de 900 habitants, j'ai fait tout seul. On en a parlé à tout le monde. Ou des choses comme ça, à Bordeaux, Paul Boncourt, on voit les gens, on passe du temps avec eux, on avance, on fait des propositions. Cette image me plaît beaucoup parce que c'est un peu la présentation de l'enfant dans les peintures flamandes, vous savez. Tout le monde est absolument subjugué, quoi. Et en fait, c'est le début d'une magnifique amitié entre tous autour de ce projet qui a été déposé sans qu'il y ait un seul recours. Et même les voisins nous accompagnaient à la mairie de Bordeaux pour présenter le projet à la mairie. Et je vais m'arrêter sur ça parce qu'après je suis parti pour 30 minutes de plus. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.